Le lundi 8 avril 2008, à 2h28 du matin, Kathleen Schroll appelle sa mère, Elizabeth Horton, et lui dit « Pete est ici dans la maison et il a dit qu'il avait volé la tondeuse à gazon dans le garage. Il a dit qu'il allait tuer Carl et qu'ensuite il allait me tuer. Il a dit aussi qu'il avait couvert ses traces pour que personne sache qui nous a tués. » Le téléphone qui manque de batterie s'éteint. Elizabeth Horton se trouve impuissante face à cette situation et décide de prévenir son fils. Ce dernier appelle immédiatement le 911. Lorsque la police arrive sur les lieux 15 minutes plus tard, la porte d'entrée est entrouverte et les lumières sont allumées. 2 téléphones portables sont posés sur une table près de l'entrée. Les policiers découvrent le corps de Kathleen sans vie. Elle est allongée dans le salon contre le sol. Au niveau de son pied droit, ils retrouvent le téléphone sans fil en question. Et au niveau de son pied gauche, ils découvrent un revolver 36 de couleur grise. Ensuite, ils découvrent le corps sans vie de Carl Schroll, son mari, âgé de 64 ans. Il était allongé sur le lit. Ce dernier présente 2 blessures par balle au niveau de l'abdomen, mais aussi du sang sur le visage, comme s'il avait été battu. Dans cette maison, il n'y a pas de signe d'effraction. Aucune fenêtre n'a été cassée, les serrures n'ont pas été forcées. La police conclut à un meurtre-suicide. Étant donné que le revolver est au niveau du pied de Kathleen, Kathleen a certainement tué son mari avant de sauter la vie. La police prend connaissance de 2 choses. L'appel téléphonique que Kathleen a passé à sa mère et aussi Kathleen aurait dit à sa fille que quelqu'un l'avait menacée. Et ce quelqu'un, c'est un certain Pete. Le lundi 8 avril 2008, cette fois-ci à 7h du matin, Pete Coons emmène ses enfants Ben et Melody à l'école. Sur le chemin qui les conduit à l'école, la police l'arrête. Il est emmené au commissariat pour être interrogé et en parallèle, des enquêteurs fouillent son domicile. Mais ils ne trouvent rien. Aucun vêtement, ni d'armes ou même de munitions ensanglantées, ni même la tondeuse à gazon mentionnée lors de l'appel que Kathleen a passé à sa mère. Bref, rien ne relie Pete au crime. Et pourtant, vous allez voir que ce dernier va être condamné. Mais stop, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Avant ça, qui est Pete Coons? Qui est Kathleen Schroll? Et surtout, quel est le lien entre ces 2 personnes? Olin Pete Coons Jr., il est né en 1957. Il est marié avec Dee depuis presque 30 ans et il est père de 5 enfants. Il travaille pour le service postal américain et il semble sans histoire. De leur côté, les Schroll sont un couple composé de Kathleen Schroll, âgée de 45 ans, et de Carl Schroll, âgé de 64 ans. Kathleen Schroll travaille dans une coopérative de crédit à Kansas City et son mari, Carl, lui, est à la retraite. Le couple a une fille, enfin plutôt, Kathleen a eu une fille d'une précédente relation et les 2 se sont rencontrés lorsque la fille de Kathleen avait 10 ans. Depuis, cette fille a eu une petite fille et donc Kathleen est grand-mère et Carl est beau-grand-père. On apprend que la nuit des meurtres, la fille de Kathleen était là pour le week-end. Elle aurait dû passer la nuit chez eux, sauf que Kathleen lui aurait dit « Écoute, entre Carl et moi en ce moment, c'est pas top, donc c'est peut-être mieux pour toi si tu rentres, tu passeras nous voir plus tard. » Quant au lien entre Pete Coons et les Schroll, il faut remonter un petit peu le temps. En 2004, Kathleen commence à travailler en tant que femme de ménage pour Olin Coons Sr., qui n'est autre que le père de Pete. Elle l'a connu après avoir rencontré Patsy Coons, qui est la fille d'Olin Coons Sr. Olin et Patsy vivent dans une maison sur Parallel Parkway à Kansas City. Olin souffre de la maladie d'Alzheimer et sa fille Patsy a aussi quelques problèmes médicaux. Au début, Kathleen c'est seulement la femme de ménage et avec les années, elle s'occupe de plus en plus d'Olin et aussi parfois de Patsy. Maintenant qu'on connaît le lien, même si ce n'est pas un lien direct, revenons-en à la condamnation et au procès de Pete Coons. Le 9 avril 2008, Pete Coons est accusé des meurtres de Kathleen et Carl Schroll.
En janvier 2009, il est jugé devant le tribunal du district du comté de Wyandotte. La thèse de l'accusation repose principalement sur 2 preuves. L'appel téléphonique que Kathleen a passé à sa mère et le témoignage de sa fille qui disait que Pete aurait proféré des menaces à Kathleen. Les autres preuves moins considérées sont des preuves médico-légales et physiques. Si je dis qu'elles sont moins considérées, c'est parce qu'aucune de ces preuves n'implique Pete Coons. Le 23 janvier 2009, Pete Coons est déclaré coupable du meurtre de Kathleen Schroll. Par contre, il est acquitté de celui de Carl Schroll. Alors là, il va falloir m'expliquer. Comment peut-il être reconnu coupable du meurtre d'une seule personne alors que c'est un double homicide? Pourquoi n'ont-ils pas relié les 2 meurtres? C'est très bizarre. Après ça, il est condamné à 50 années de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Autant vous dire qu'au vu de son âge, c'est une condamnation à perpétuité. Pete Coons, il ne cesse de clamer son innocence. Il dit que lui, il n'a rien fait, il n'est pas coupable. Il a été reconnu coupable, cependant, il n'a pas plaidé coupable. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. En décembre 2009, il y a un 2e procès qui s'ouvre. Début décembre, 2 semaines avant le procès, le procureur Brancard informe l'avocate de Pete, Patricia Kalb, qu'il y aurait un autre témoin, un certain Robert Ruppert. Robert Ruppert, c'est un homme qui a été dans la même prison que Pete pendant un certain temps. He told me that he thought about it for quite a long time, about doing something to these people, about what they did to his dad, and nobody was going to be able to figure out he did it. Il explique également que Pete Coons serait sorti par la fenêtre de la chambre pour éviter de sortir par la porte d'entrée de la maison des Schroll. Apparemment, il aurait eu du mal à sortir par la fenêtre puisque Pete Coons était plus gros que l'ouverture de la fenêtre, ce qui est assez anecdotique du coup, puisque forcément s'il a eu plus de mal, il aurait pu plus éveiller les soupçons qu'en sortant par la porte d'entrée. Robert Ruppert raconte aussi que Pete Coons avait décidé de ne pas utiliser sa camionnette, qui était sa voiture de travail, mais qu'il a utilisé la voiture familiale, une Jeep, pour pouvoir se rendre chez les Schrolls, afin que personne ne se dise qu'il s'agit de Pete. Et apparemment, quand il est rentré chez lui, il aurait demandé à sa femme de vendre la Jeep. Bon, dans cette affaire, il n'y a pas grand-chose qui a de sens. Déjà, si on reprend la base de cette affaire, la première preuve sur laquelle les policiers se sont appuyés, c'est un appel téléphonique d'Elizabeth, la mère de Kathleen. Première question qu'on se pose, c'est pourquoi elle n'a pas appelé la police? Pourquoi elle a appelé sa mère? C'est bizarre quand même. Si vraiment il y a quelqu'un chez vous qui est là pour vous tuer, le premier réflexe, c'est d'appeler la police. Enfin, je pense. Et deuxième information qui a été donnée par le prisonnier Robert Ruppert, il parle de la voiture qui a été vendue juste après le crime. Or, après vérification, les enquêteurs se sont rendus compte que la Jeep avait été vendue 1 mois avant les faits. Il y a quand même quelques incohérences dans cette affaire, mais ne vous inquiétez pas, on va avancer petit à petit pour essayer de démêler le vrai du faux. La fille de Pete, Maria, et son petit ami, Ross Minks, ont témoigné en disant qu'ils avaient vu Pete pendant la nuit, à peu près au même moment où Kathleen a appelé sa mère, donc c'est-à-dire vers 2h30 du matin. Ils l'ont vu et ils l'ont même entendu taper à l'ordinateur. Sa femme a affirmé que Pete était bien dans le lit et qu'elle l'avait entendu ronfler toute la nuit. Et que, bon, il s'était peut-être levé 1 ou 2 fois pour aller faire pipi, mais il ne s'est pas absenté pendant toute la nuit. Même avec ces témoignages, le 17 décembre 2009, Pete Coons est reconnu coupable de meurtre au 1er degré par le jury. Il a bien été condamné à 50 années de prison à vie. Sa condamnation a été confirmée plus tard par la Cour suprême du Kansas en décembre 2014. Cependant, sa condamnation a été revue et sa nouvelle peine est de 25 années de prison. Petit saut dans le temps, on est maintenant en octobre 2020. Cette année-là, l'équipe de défense de Pete a déposé une requête modifiée de 202 pages pour annuler sa condamnation. Le 5 octobre 2020, Bill Clapper, qui est le juge du tribunal du district du comté de Wyandotte, annule la condamnation de Pete. Pete Coons est définitivement libéré. Il est reconnu innocent. Mais alors, qui a tué Kathleen et Carl Schroll? Pour comprendre vraiment ce qu'il s'est passé, on va revenir 16 ans en arrière et on va s'intéresser un petit peu plus à Kathleen et à Olin Coons. Je vous ai dit qu'en septembre 2004, Kathleen s'occupait d'Olin. Et Olin, lui, il vivait avec sa fille Patsy.
Un jour, Patsy demande à un avocat, Clifton Demos, de rédiger un testament et une procuration désignant Kathleen comme bénéficiaire de la succession de Patsy. Un an plus tard, en septembre 2005, Olin et Patsy cèdent leur maison à Kathleen. Ce n'est donc que quelques temps après que la fille de Kathleen, Blair Hadley, emménage dans la maison dans laquelle Olin et Patsy vivent toujours. On ne sait pas vraiment pourquoi ils lui ont cédé la maison, certainement qu'ils étaient sous l'emprise de Kathleen, puisqu'en février 2006, l'avocat Clifton est allé rendre visite à Patsy à l'hôpital. Il lui a demandé pourquoi elle n'avait pas signé la procuration, ni même le testament, ce à quoi elle lui a répondu qu'elle n'avait pas confiance en Kathleen. Quelques jours plus tard, le 6 mars 2006, Patsy décède à l'âge de 69 ans. À cette époque, Pete Coons vit dans le Missouri. Il n'a aucune idée qu'Olin Coons souffre de la maladie d'Alzheimer, ni même que Patsy est décédée. En août 2006, lorsqu'il arrive dans la maison, Kathleen refuse de le laisser rentrer. Il trouve ça très étrange, il se dit que quelque chose ne va pas. C'est bizarre qu'elle refuse de le laisser rentrer. Donc, le 1er septembre 2009, Pete Coons décide d'appeler le département des services sociaux et de réadaptation du Kansas pour déposer une plainte pour maltraitance envers les personnes âgées. À peu près au même moment, Teresa Harding, une employée de la banque dans laquelle Olin est, s'inquiète un peu pour la santé du vieil homme et lui demande de venir à la banque après avoir vu des mouvements assez bizarres sur ses comptes. Olin s'y rend avec Kathleen puisqu'il ne peut pas y aller tout seul et quand ces deux arrivent à la banquière demande à Kathleen si elle peut parler à Olin uniquement puisque c'est lui qui est concerné et pas elle. C'est très gentil de sa part de l'avoir ramené, mais maintenant, elle voudrait lui parler qu'à lui. Kathleen, elle lui dit non, je reste là. Une dispute éclate entre Teresa et Kathleen. Kathleen finit par céder, elle n'a pas de choix. Et après cette dispute, la banquière fait deux choses. Elle verrouille les comptes d'Olin et elle appelle la police. Le 12 septembre 2006, c'est Bonnie Case, une ancienne collègue d'Olin, qui lui rend visite. Et quand elle va le voir, elle est choquée de ce qu'elle voit. L'homme est en très mauvais état, ses caleçons sont sales, on voit que les lessives, les vêtements, enfin personne ne prend soin de lui et en plus de ça, il a des bleus, des égratignures au niveau du visage. Elle décide de contacter Pete Coons et peu de temps après cet événement, le SRS, les services sociaux que Pete avait contactés, rendent leurs conclusions. Ils se rendent compte qu'effectivement, Olin Coons est maltraité et qu'en plus de ça, Kathleen a profité d'Olin. En janvier 2007, Olin Coons Sr. décède à l'âge de 86 ans. Pete Coons était l'unique héritier de la succession qui comprenait des milliers de dollars de frais de carte de crédit qui semblaient avoir été effectués par Kathleen. Pete et Kathleen déposent tous les deux une réclamation au titre de l'assurance vie d'Olin Coons et elle s'élève à 46 000 $. La compagnie d'assurance ne sait pas trop quoi faire puisqu'elle a deux requêtes, donc elle décide de mettre les sous de côté et elle leur dit battez-vous en justice et puis on verra qui gagne. Et à ce moment-là, Pete Coons, il sait qui va gagner, puisque l'analyse des chèques d'une valeur de plusieurs milliers de dollars d'Olin indique que Kathleen est la faussaire. Il est même gentil, puisque le 1er avril 2008, et non, ce n'est pas une blague, il propose à Kathleen de lui céder 25% de l'assurance vie de son grand-père pour arrêter tous ses frais et pour passer à autre chose. Parce que lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est de prouver qu'elle a abusé de son grand-père. C'est pas forcément de récupérer tout l'argent. Sauf que Kathleen, de son côté, elle en veut plus. Vous commencez à voir où je veux en venir ? Kathleen n'est pas d'accord. Elle veut plus d'argent, elle veut plus que les 25%. Donc elle se met à réfléchir à un plan. Le 5 avril 2008, elle se rend au travail et en arrivant, elle dit à ses collègues « J'ai vu Pete ce matin à une station-service. Il m'a menacé, je sais pas quoi faire, il m'a menacé de me tuer en fait. » Le dimanche 6 avril, c'est à sa fille qu'elle raconte cette histoire. Mais cette fois-ci, le récit est différent. Elle lui explique qu'elle a vu Pete à la station-service, mais que c'était le soir, lorsqu'elle rentrait du travail. Alors qu'elle avait dit à ses collègues que c'était le matin. Le lundi 8 avril 2008, à 2h30 du matin, le double meurtre a lieu. Les policiers trouvent sur la scène de crime le revolver, et il s'avère que le revolver appartenait à Patsy, mais qu'en 2000, elle l'avait déclaré comme étant volé. Bon, je me doute bien que ça fait beaucoup d'informations complètement différentes, puisque de toute façon, cette affaire part dans tous les sens. Pete Coons a été accusé, il est en prison.
Il y a eu 2 procès qui ont été faits, un 3e en 2020, mais lors des 2 premiers procès, on a essayé de rassembler toutes les preuves et de montrer qu'il était innocent. Sauf qu'à chaque fois, l'accusation se basait sur l'appel téléphonique de Kathleen à sa mère, mais aussi ce qu'elle avait raconté à sa fille en disant qu'il l'avait menacée. On va revoir ensemble certaines preuves qui ont été mises en avant au procès, et vous allez voir qu'on va montrer qu'elles sont fausses. Déjà, première preuve, et c'est ce qu'on a vu au début, les empreintes et l'ADN de Pete n'ont été retrouvés nulle part sur la scène de crime. Que ce soit sur les corps des 2 personnes tuées, ou bien sur l'arme, ou bien même sur la fenêtre par laquelle il se serait soi-disant échappé. Concernant le récit que Kathleen a fait des menaces de Pete à la station-service, les policiers ont visionné les caméras de surveillance. Sur les caméras de surveillance, on ne voit ni Pete ni Kathleen à aucun moment de la journée, que ce soit le matin ou le soir. Donc, ils ne se sont pas vus à la station-service. Ensuite, pendant le procès, on sait que la femme a témoigné en disant que son mari était chez elle, et on sait aussi que sa fille a dit qu'effectivement, elle avait vu son père et qu'elle l'avait entendu sur l'ordinateur. Cet alibi, il est vrai, et il a pu être prouvé. En effet, des enregistrements informatiques de l'ordinateur de Pete Kountz ont prouvé que cette nuit-là, il était bien sur ordinateur, ou que du moins, quelqu'un était bien sur ordinateur. Et ce n'est pas tout. Quand on a évoqué l'informateur, le prisonnier Robert Ruppert, je vous ai dit que finalement, la Jeep n'avait pas été vendue après les faits, mais 1 mois avant les faits. Et bien, les policiers se sont rendus compte que toute sa déclaration était fausse. Robert Ruppert avait menti pour obtenir une réduction de peine, et apparemment c'est même l'accusation qui lui a demandé de témoigner, et qu'il avait même menacé de lui donner plus d'années d'emprisonnement s'il ne témoignait pas. Bon, ça commence à faire beaucoup de preuves qui au début allaient contre Pete et qui maintenant vont dans son sens. Pete avait aussi raison à propos du fait que Kathleen avait abusé, que ce soit psychologiquement, physiquement et financièrement d'Olin. Elle l'avait aussi éloignée de sa famille, elle contrôlait ses finances, et c'est aussi pour ça que Pete avait décidé de mettre un peu son nez là-dedans et de suivre ce qu'elle était en train de faire. Ce n'est pas non plus la seule personne à qui elle a détourné de l'argent, puisque quand elle travaillait, elle a aussi falsifié des chèques à son travail. Ce qu'il s'est passé, c'est que Kathleen Schroll avait beaucoup de dettes. Elle savait qu'elle risquait d'être arrêtée de manière imminente pour détournement de fonds, et en plus de ça, elle était en train de perdre la bataille juridique contre Pete. Afin d'éviter la prison, elle a préféré organiser son propre meurtre, faire accuser le fils d'Olin, et aussi permettre à sa fille d'hériter de la fortune d'Olin. La nuit du 8 avril 2008, Kathleen Schroll tue son mari, Carl Schroll. Ensuite, elle appelle sa mère pour faire croire que Pete Kountz est chez elle, et elle se tue elle-même. Et alors, ce qui est assez fort quand même, c'est que l'impact de la balle retrouvée sur Kathleen était dans la nuque. Donc ça veut dire qu'elle a pensé même à se tirer une balle dans la nuque pour faire croire à un meurtre. Waouh! Faut vraiment être atteint pour faire ça, non? Enfin, je sais pas. La police le savait donc depuis le début. Il s'agissait bel et bien d'un meurtre-suicide. Il aura fallu 12 années pour que l'enquête soit résolue, non sans conséquence, puisque Pete Kountz a passé plus de 10 ans de sa vie derrière les barreaux alors qu'il était innocent. Il a aussi dit que quelques années auparavant, on lui a proposé un accord de plaidoyer pour réduire sa peine, accord qu'il a refusé, tout simplement puisqu'il a toujours été innocent et il n'avait pas envie de plaider coupable et qu'on se dise c'est lui le tueur. Puisque lui, il n'avait rien fait, il ne voulait pas ça. Et à sa sortie, il est très heureux de ne pas l'avoir accepté, car maintenant qu'il est innocenté, il sait que tout le monde va savoir qu'il n'a rien fait. Il ne voulait pas être accusé pour toujours d'être un criminel alors qu'il ne l'était pas. Pete Kountz décède le 21 février 2021 à l'âge de 64 ans, 108 jours après sa libération. Il est décédé d'un cancer du poumon qui n'avait pas été détecté et traité pendant qu'il était en prison. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je trouve ça très triste comme fin d'histoire. Alors certes, c'est génial pour sa famille que la justice ait vraiment été rendue, qu'il ait été lavé de tout soupçon et qu'il ait été innocenté. Mais d'un autre côté, c'est tellement triste qu'il n'ait pas pu profiter de sa libération. Je trouve ça vraiment aberrant qu'il ait fallu autant d'années pour se rendre compte qu'on avait accusé un innocent. Je vous attends dans les commentaires, dites-moi si vous connaissiez l'affaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles histoires.